Bonjour Joachim. Bonjour Charlotte. Alors ce matin, je crois que moi j'avais envie de te poser des questions autour de l'imbrication de la matière et de l'esprit. Et c'est ça qui me vient là. Comment cette matière, cet esprit sont imbriqués l'un dans l'autre, plus ou moins séparés ou fusionnés, ou c'est vers là que j'avais envie de te poser des questions. Cette histoire de métaphysique, de distinction et de séparation de l'esprit et de la matière, c'est tellement à la racine de l'Occident et de sa pensée, c'est tellement... on donne ça à Platon, on parle de métaphysique platonicienne. Je ne sais pas si c'est vrai, mais en tout cas c'est ce qu'on dit, c'est ce que les Romains disaient, enfin c'est ce qui a été perpétué jusqu'à nous, que les Grecs ont vu le monde de cette façon-là. Bon, il se trouve que les enseignements antiques de l'Inde dans lesquels je suis immergé et qui me permettent de toucher le monde d'une certaine façon, ne passent pas spécialement par là. Oui, il y a de l'esprit, oui, il y a de la matière. Et évidemment, aucune tradition ne va le nier, mais ce qui est fondamental pour nous ne l'est pas de la même façon pour cette pensée de l'Inde. J'aime pas dire ça. J'aime pas dire ce que je viens de dire, parce que ça va à l'inverse de l'universel. C'est l'universel, le réel, le monde comme il est comme il est. Il n'a pas besoin de notre langage, de notre discussion et de nos tergiversations pour être comme il est. Donc tu vois, ça me dérange toujours de me livrer à ce travail de comparaison, et donc de toute façon je ne vais pas m'y livrer. Mais moi je te dirais juste quelque chose sur la phrase là, le monde il est comme il est et il n'a pas besoin de tergiversation. Moi dans ma compréhension maintenant, grâce à la physique quantique, le monde il est tel que je le regarde et c'est moi qui le crée en le regardant en Ton fait. monde. Mon monde, en quelque sorte. Et puis après, je me dis que donc on est des milliards à regarder le monde. Chacun donc le crée à sa façon. Et puis après, comment il s'imbrique et doit probablement faire donc un multimonde. Mais en réalité, donc c'est le regard et le verbe pour moi qui sont l'expérience du monde et qui créent le monde. Voilà. C'est tout à fait ça. D'accord. Et pour revenir aussi, alors tu disais l'Inde, ils sont moins que la philosophie platonicienne dans cette séparation matière-esprit. Et moi, je pensais... Je disais que c'était moins fondamental. Moins fondamental pour eux, oui. C'était moins à l'origine de la représentation du monde. Et moi, il m'est venu en t'écoutant la vision d'un alchimiste qui disait que, par exemple... Il prenait un exemple très concret. Si on prenait une carotte et qu'on la sortait de terre et qu'on l'emportait tout de suite, on n'avait que la carotte sans son esprit dedans. Si on voulait avoir... Parce qu'en fait, l'esprit de la carotte était resté dans la terre. Si on voulait avoir la carotte et l'esprit dedans, il fallait laisser la carotte posée là où on l'avait déterrée 24 heures, pour que l'esprit se mette dans la carotte et qu'on puisse l'emporter avec. Et il disait, les anciens le savaient très bien, parce que pour les pommes de terre, ils déterraient leurs pommes de terre, mais ils les emportaient jamais tout de suite. Ils les laissaient sur le champ et ils venaient les ramener dans leur tombereau les jours suivants. Ce qui peut même se passer dans cette expérience de sortir une plante de terre et de la laisser poser sur la terre là où tu viens de la sortir, ce qui peut même se passer, c'est qu'elle reprenne racine. Il lui faut beaucoup de vitalité, il faut un peu de bol, ou de faire ça avec une plante très puissante, mais tu peux même couper une branche
la planter et c'est reparti. Et alors, qu'est-ce que ça voudrait dire que c'est son esprit qui l'a... Ça veut dire que pour moi, genre, je me suis souvent posé cette question. Enfin, c'est pas une question, on a la réponse. Tu coupes à ras un saule, prends ça, ta tronçonneuse, tu coupes à ras un saule, c'est un peu comme si tu lui avais coupé les cheveux, quoi. Parce que l'arbre va se reformer véritablement. Moi, je l'ai vécu des dizaines de fois. C'est la preuve que l'être du saule vit sous terre. Alors voilà, il vit dans ses racines, mais ça peut même être au point que tu déterres la racine, tu la laisses poser, et il y a une énergie, il y a une alchimie effectivement qui va faire que ça va reprendre. Et alors, est-ce qu'on peut être sûr qu'il n'y aurait pas une partie de l'esprit du saule qui est sous terre et une partie de l'esprit du saule qui est dans ses branches et dans les airs? Ben oui, puisque le saule pousse. Et puis le saule ne fait pas que ça. Pour en rester sur l'histoire de cette plante-là, un saule échange plusieurs centaines de litres d'eau avec l'atmosphère par jour, quoi. C'est pour ça que l'aspirine a été... l'aspirine comme médecine vient du saule. Ah. Oui. Pour cette capacité, tu as remarqué, à faire transpirer quelqu'un de fiévreux. Bon, le saule fait ça toute la journée. Les saules poussent dans des marais. Et donc, ils ont cette capacité de, au-delà de leur propre corps aérien, d'être dans un échange gazeux et même des eaux. Et alors, pour nous ramener sur cette question matière-esprit, où est l'esprit par rapport à la matière? Donc moi, ce que j'avais envie de faire, c'est de te livrer la trame de lecture, qui est une trame de lecture, bien sûr, artificielle et humaine, comme l'est la métaphysique platonicienne, que je connais peu. Je ne serais pas capable de t'en parler des heures, parce que je n'ai pas le déploiement total. Mais par contre, dans ce qui nous préoccupe, il y a à la racine du monde, il y a un être, il y a même l'être et l'espace. Ce que je raconte est dans le Rig Veda 10.90, je le dis pour les personnes que ça amuserait d'aller lire cette poésie sanscrite traduite en français et qui, traduite en français, devient vraiment particulièrement ésotérique, beaucoup plus qu'en sanskrit. Pour ça, je ne fais que raconter. Je collerai sous la vidéo les liens pour que les personnes intéressées aillent voir, mais en gros, enfin pas en gros, en forme déployée, ce qui est montré là, c'est pas dit, c'est montré. Ce qui est montré là, c'est que il y a avant tout l'être et l'espace, avant le monde. Et pour que ce rien de matière, il n'y a que l'être, pour que ce rien de matière puisse se transformer en un cosmos cosmique, là, avec des étoiles et des galaxies et des planètes et de la matière, il faut qu'il se passe quelque chose, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait un désir. Ça ne va pas être possible de passer d'un être qui est par essence inactif, il n'y a rien d'autre qu'un espace. Il va falloir une déesse
qui est nommé en sanskrit Prakriti, et qui fait que l'acte est. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'acte possible sans une alchimie entre l'être qui est nommé Purusha. Dans le sanskrit védique, Purusha, c'est aussi le nom de l'humain. Alors il y a une convention en alphabet romain, on met un P majuscule pour l'être cosmique Purusha et un P minuscule pour l'humain. Mais c'est de toute façon très marrant que dans ce regard sur le monde, il y ait un nom commun au divin et à l'humain. Donc Purusha, à une part de divin. Juste pour bien te suivre, Purusha, on pourrait aussi penser que dans notre terminologie à nous, c'est l'énergie primordiale ou l'esprit. Dans notre terminologie à nous, c'est Purusha. Oui, je vais éviter. Si tu veux, je ne voudrais pas, dans mon petit exposé, tisser des liens de comparaison. Parce que ça va nous laisser pris dans la vision actuelle du français. Si je me réfère tout le temps au français, ça va nous laisser pris dedans, parce qu'on est déjà dedans. Et donc on pense déjà comme ça. Donc tu voudrais qu'on sorte de la façon dont on pense? Absolument. Pour adopter cette autre façon qui est aussi artificielle, mais qui est celle-là. D'accord, ok. Je te suis. Il y a un être, Purusha, qui a le nom de l'humain et qui est le suprême divin, si tu veux. Pour utiliser, je parle en français quand même. Mais, donc je te parle en français, mais tout le temps avec beaucoup de mots. J'essaie de te montrer. Eh ben non, surtout pas. On est d'accord. Surtout pas un mot, surtout pas de traduction. Prakriti, pra, ce qui précède, le kri, l'acte. C'est cette racine qui donne karman, karma. Donc il y a une alchimie. Il n'y a toujours pas de monde. Mais pour que le monde apparaisse, pour que quelque chose se manifeste de vivant, il y a une alchimie entre Purusha, l'être, Prakriti, qui est Shakti comme attribut, puissance. L'être est inactif et il va y avoir une apparition, en fait, déjà de cette puissance qui fait que dans leur accouplement ou dans leur alchimie, quelque chose du monde, le monde cosmique apparaît. Donc il y a deux éléments, Purusha, Prakriti, qui sont nommés, et il y a deux éléments qui ne sont pas nommés, que je nomme là moi, mais qui ne sont pas nommés, c'est l'espace, Akasha, et le désir, Kama. Je croyais qu'Akasha c'était le champ d'information. Non, Akasha c'est l'espace. C'est l'espace. Dans ce qu'il a de possible. Dans ce qu'il a de l'espace des possibles. Ah oui, et donc du coup, ça peut rattacher au fait que ça peut aussi être un champ informationnel de tous les possibles. A priori, déjà non informationnel. Mais informationnel, d'accord. Dans l'espace, l'espace se remplit. Mais a priori, l'espace ne l'est pas. L'espace est un espace des possibles. Akasha. Et l'information serait plus du côté de Purusha? Mais attends, il y a même, dans mon explication, il n'y a toujours pas de monde. Il n'y a pas de monde. Le monde se crée, le monde apparaît plutôt. C'est pas le terme, le mot création ne fait pas partie de ce langage. Le monde apparaît à partir d'une alchimie entre l'être Purusha, pur être, non actif, et la puissance pure action
un dieu et une déesse. Et c'est de leur fusion qui a lieu dans l'espace et qui est accompagnée d'un désir que le monde apparaît. Et ça c'est à la racine de la pensée qui nous occupe. Il y a ça à la racine. De la pensée qui nous occupe. Oui, on parle de yoga. D'accord. On parle de méditation, de yoga. D'accord. Et on essaye de voir ce dont il est question. Eh bien, à la racine de la racine de la racine de la racine, tu redescends au plus bas de l'arborescence de cette pensée humaine, il y a ça. Ça là, que je viens de t'exposer, et qui est une chouette, moi ça me plaît, c'est une chouette histoire, mais elle demande vraiment à être vécue souvent, à être rêvée, pour être vue et engrangée. C'est pas parce que je t'ai raconté le truc comme ça, en 2 minutes, que ça va prendre corps. Il y a un principe d'être, de l'énergie, la multiplicité des possibles. C'est pas tout à fait. J'ai pas parlé d'énergie. De puissance. Pour moi. Là, tout de suite, tout de suite, la langue revient avec sa puissance à elle. Ce qui ne serait pas de l'énergie. C'est pas la question. Bien sûr que c'est de l'énergie, mais ce n'est pas la question. Réduire Shakti à l'énergie, c'est une réduction. D'accord. C'est vraiment dommage. Ok. La dimension divine n'y est plus. L'énergie, on est vraiment dans le matérialisme. Ah, déjà? Mais grave. C'est vraiment un concept matérialiste. De la pensée des Lumières, de la pensée de l'industrie, qui n'est pas une pensée fausse, pensée très intéressante aussi, mais c'est un autre découpage langagier du monde. Le monde est comme il est, et il y a des mots, des langues et des trames parlées humaines pour découper en tranches le monde, en faire des cases et en faire un système dans lequel on puisse circuler. C'est déjà ce qui se passe dans le réel. Tu vois, dans la pure matière. Dans la pure matière, je suis un piéton. Là, dans la vision la plus matérialiste que je puisse vivre, je suis là, je suis un bipède. Il faut que je me déplace dans un paysage où il y a des pierres, des arbres, d'autres bipèdes, des quadrupèdes que j'ai envie de manger, d'autres qui pourraient me manger. Et si on va dans l'infiniment petit, je suis un amas de cellules avec des électrons qui tournent autour et encore plus petits. Je suis du vide. Et après du vide. Je suis du vide qui se avec déplace. de temps en temps un électron qui se balade. Il n'y a pas d'amas. C'est ça. Du vide essentiellement. Bref. Mais tu vois, on continue à jouer. On a ce besoin de jouer avec les deux représentations. Ok, moi je me plie au jeu. Je veux bien jouer à... C'est ça qui complique ce qu'on cherche à faire, c'est-à-dire à voir. J'ai l'expérience de perdre 100 personnes à leur parler comme ça. J'ai déjà parlé comme ça à 100 personnes et j'ai l'expérience de les avoir complètement perdues au bout de 15 minutes. Donc je fais gaffe, fais attention qu'on ne se perde pas. Mais en acceptant quand même les digressions, parce qu'il faut bien, mais si on pouvait éviter, ce serait plus pratique. Et c'est comme si donc on était parti de l'esprit, on était arrivé à l'énergie, non pas pardon, on est parti de l'esprit, on est arrivé à la matière, en se baladant. Il y a 2 plans. Et ensuite... Alors, une chose qui nous préoccupe et qui fait vraiment partie des enseignements du yoga, de yoga,
c'est de voir plusieurs plans à la fois. Ça, c'est très intéressant, d'être en capacité de voir ce qui est en multiplan. Multidimensionnalité. Oui. Donc là, le côté très sympa de notre échange, c'est que on est finalement dans la chose la plus simple qui puisse être. À la racine, là où on est là, à la racine du monde. Les choses sont suffisamment simples pour être vues. C'est vachement intéressant, je trouve, d'engranger dans notre système, dans notre trame humaine qui fait qu'on voit le monde, d'engranger là, à la racine de notre système aussi. Tu vois, s'il pouvait y avoir conjonction, sam-yog en sanskrit. En sanskrit, yog c'est joindre, et sam la totalité, tout joindre, ça fait conjonction en français. Si on pouvait faire se conjoindre cette racine existentielle de l'univers avec la racine de ma pensée, à moi, ce serait vraiment hyper pratique pour la suite. On va en poser l'intention. Ce que nous essayons de voir, à travers les mots que je pose, ce que nous essayons de voir, c'est la possibilité que le monde puisse apparaître à partir de Purusha, Prakriti, Kama, Akasha. Si tu veux, dans la logique, ce qui serait bien, c'est que nous puissions voir que le monde est ainsi. S'il est ainsi, notre vrai monde là autour de nous, s'il est ainsi, c'est peut-être parce qu'effectivement, il apparaît ainsi. Donc il faut arriver à, si on prend cette grille des lectures, à observer. À voir si elle colle avec le monde. Voilà, le monde. Alors, faisons ça, faisons des exemples concrets. Regardons quelque chose de notre monde avec ce que tu viens de donner comme grille de lecture. Je te laisse choisir l'exemple. C'est peut-être un peu tôt. Oui, il y a un exemple, il y a un exemple grossier, mais qui fait vraiment partie de la culture populaire indienne. On s'est vraiment risqué. Allons-y. Il y a vraiment le risque de se percher direct dans des trucs débiles. Mais cela étant posé, mais c'est pas grave. Ouais. On pourrait copier-coller et la culture. Ça m'embête. Tant pis, c'est trop tard. La culture populaire indienne ne s'en prive pas. Moi, je passe mon temps à me moquer de ça, mais la culture indienne ne se prive pas de faire de Purusha un papa, de Prakriti une maman, et de leur fusion dans le désir, de faire de ce couple un couple créateur, en copier-coller de comment le divin, qui est multiple, qui est double, et plus, il est double vraiment, Purusha Prakriti. Mais ça ne suffit pas, hein, je rappelle. Moi j'ai rajouté 2 éléments, l'espace et le désir, sans lesquels
qu'est-ce qui ferait nos oisillons là? Rien. Il n'y aurait peut-être même pas de rencontre. L'être serait peut-être encore inactif, sans désir et seul dans l'univers. Qu'est-ce qui a pu se passer pour que l'être désire? L'ennui? On ne sait pas. Mais cette prakriti, la déesse, ce qui précède l'acte, finalement, c'est le désir en soi-même. Alors, Donc si tu copies-colles ça dans le masculin, le féminin, le papa, la maman, c'est hyper casse-gueule. Hein. Mais c'est un copier-coller qui fait super partie de la culture traditionnelle populaire indienne. Bon, là, tu as un exemple voilà, basique. Alors, il va se créer une famille. Et pour que cette famille soit harmonieuse, que va-t-il falloir faire? Tout le temps copier, coller cet acte d'engendrement, de perpétuation. ça, c'est la dimension fractale. Oui, c'est-à-dire que pour que notre couple et sa progéniture puissent évoluer favorablement, ce serait en respectant le copier-coller de base, c'est-à-dire en respectant cette nature de clairvoyance et d'actes conformes dans le rite, dans les rites, régulièrement. Alors, par exemple, on pourrait désirer, en tant que couple, de consulter un astrologue pour être certain que la création d'un enfant soit en accord aux planètes qui sont les nôtres. Tu vois, on arrive dans l'astrologie tout de suite, et l'astrologie qui est une tentative d'expliquer, mais surtout de respecter. Dans l'astrologie, c'est plus le côté respect de ce qui est important. Ou s'inspirer pour être Oui. aussi puissant que ce qui est, Oui. de comment ça a été fait, notamment pour les astres. Oui. En fait. Tu vois, c'est beaucoup plus puissant et intéressant que l'aspect divinatoire. Ben oui. Mais carrément. Donc, de quoi du cosmos suis-je fait? De quoi du cosmos es-tu fait? Comment bien préparer notre acte commun, quoi que ce soit, hein, pour qu'il soit en accord au cosmos. Tu vois, rien qu'à partir de mes 4 éléments de base qui racontent comment apparaît, il y a déjà le déploiement de toute une façon de penser, une façon de voir, qui est particulièrement cosmique et d'une forme de matérialisme cosmique, si tu vois ce que on vient de poser. En fait, il n'y a rien de spirituel là-dedans. Au contraire, c'est complètement matérialiste, mais d'un matérialisme qui voit loin. C'est très terre à terre, si tu veux. Bon, alors, tu vois, je viens de faire une connerie, il fallait pas revenir dans les comparaisons, mais c'était pour montrer que quand on parle de spiritualité indienne, ça ne veut rien dire. Ça n'existe pas. Il n'y a pas de spiritualité, c'est pas la question. Il y a un ordre cosmique et des petits humains qui aimeraient s'accorder à cet ordre cosmique. Ouais. Et cet ordre cosmique a été engendré par un duo, Dieu-déesse, désir, espace. Et voilà. D'accord. Apparaît l'univers, apparaît le monde manifesté. Alors,
Ce que nous appelons, nous les humains, le monde manifesté, c'est ce qui pour nous est perceptible. C'est déjà très étrange comme comportement, mais typiquement humain. Oui, parce qu'on exclut tout ce qu'on ne perçoit pas, donc. Oui, on nomme monde manifesté ce que nous pourrions... Alors, pour être plus précis, le monde est quand même vaste et on ne connaît pas tout. Donc, la langue a prévu que ce soit possible de dire le monde que nous pourrions percevoir. Pour être vraiment cachère avec la langue française. Et dans le manifesté, il y a cette idée des mains, comme dans le humain d'ailleurs. En français. En français. Donc, moi souvent je me suis posé cette question. Le mot sanskrit c'est prédonné. C'est que c'est donné. Pradana. Pour continuer dans la logique de ce dont je parle. Au lieu de dire manifester, on dit que c'est donné. D'accord. C'est le modèle, c'est cette petite histoire de Purusha Prakriti, mais qui a besoin d'être reconnu dans le réel pour être validé par nous-mêmes. C'est le modèle sacré. C'est l'acte sacré. Ce qui est une traduction, si tu veux, une façon de voir le mot prakriti aussi. Mais en tout cas, ce que cela produit, c'est le monde, et le monde, son nom, c'est donner. Drôle de me... Enfin, ça demande de s'habituer à bon. Je pense que ce qui est important, c'est le ah bon. Parce qu'à partir de ce ah bon, là, ma curiosité va pouvoir être mise en mouvement, quoi. Et je vais commencer à regarder le monde. Alors si ça pouvait être un premier effet de cet enseignement, ce serait génial. Oui, mais alors du coup, moi je dis, quand je regarde le monde, j'ai souvent en arrière-plan de me dire, je le perçois à travers mes 5 sens physiques, je comprends avec le yoga que j'ai pu développer d'autres sens, donc il m'apparaît aussi que je le perçois maintenant avec d'autres sens, et notamment que je perçois le champ d'information des possibles sur lequel je peux me connecter et avoir donc différentes formes d'informations qui appartiennent aussi bien au passé qu'au présent qu'au futur. Ça, on en a déjà parlé ensemble précédemment. Mais donc, du coup, si on veut revenir à notre questionnement de départ, qui était aussi de comprendre comment s'imbriquer la matière et l'esprit, et comment se représenter qui s'imbriquait avait lancé nos mondes sur différentes pistes. C'est-à-dire que l'Inde, avec sa compréhension de comment il s'imbriquait, ça a donné l'Inde. Nous, on est des Occidentaux. On est mêlés en plus, hein. Tu sais, les langues indo-européennes sont mêlées. De toute façon, ça, tant mieux, parce que ça nous donne peut-être une chance de mieux reconnecter mais carrément. Les deux. Pour nous, enfin pour moi, ce que j'ai vu dans ces années d'expérience passée, là, c'est qu'il y a dans le Sanatana Dharma, ces enseignements, le chaînon manquant d'une pensée universelle. Notre pensée occidentale, je suis désolé de recommencer avec les comparaisons, je déteste, mais
Bon, notre pensée occidentale est régulièrement moderne. C'est-à-dire que régulièrement on refond. De nouveaux paradigmes, en quelque réinvente. sorte, non ? Oui, on réinvente, mais en faisant table rase du passé, en essayant, en tout cas. Les Romains ont inventé une modernité en essayant d'effacer ce qui avait été avant. Ils ont réinventé en utilisant des bribes attrapées dans la Grèce antique, qui sont parvenues jusqu'à nous sous le filtre des Romains. En fait, la pensée grecque, elle est difficile à cadrer, à voir. Mais la pensée romaine, c'est la même que la nôtre, puisque nous sommes vraiment issus des Romains. Dire qu'on est issu, que la démocratie est issue de la Grèce, c'est vraiment du foutage de gueule. C'est vraiment de l'ordre de la légende. Ce qui est historiquement en lien, c'est Rome. Bon, Rome est à New York, entre New York, Washington et Chicago en ce moment. Mais Rome a longtemps été à Rome, tout le temps du Moyen-Âge chrétien, quand même. Un écolier devrait se poser des questions. Pourquoi Rome est-elle toujours Rome après la disparition de Rome? C'est pas la peine d'avoir un QI de 180 pour se poser une question comme ça, quand même. Bon, mais ça nous ferait faire trop de digressions. Mais en tout cas, nous avons une histoire qui s'arrête à l'an 0, enfin en l'an 700. On perd pied après. On est dans l'Antiquité, qui est un truc vague, et puis après dans la préhistoire. C'est très étrange comme vision du temps. Mon gamin regardait la maîtresse de travers, les cours d'histoire. Enfant, j'avais un problème avec ça. Donc justement, j'ai eu un problème, donc une curiosité est née, qui ne s'est jamais éteinte. Donc je me suis dit que les adultes n'étaient pas super fiables, enfants, tu vois, surtout à cause du cours d'histoire. Moi, il y a 2 événements fondateurs qui ont fait que je perde confiance dans le monde des adultes. C'est cette histoire du cours d'histoire et le changement d'heure. J'avais 10 ans. Là, j'ai pas avalé le truc. J'ai rien compris. Et j'ai fait le reportage sur la raison d'être de ce changement d'heure 2 fois par an. Là. J'ai fait un vrai reportage de télé pour le journal. Je sais pas, il y a 20 ans. J'ai rien compris. Toujours pas. Enfin bref, donc bon. Enfin, faut pas faire trop de digressions. Et est-ce qu'on pourrait poser l'idée qui me vient là en t'écoutant? Je sais plus à quoi je répondais. Oui, mais ça va nous y ramener. Est-ce qu'on pourrait poser que l'être humain tel qu'il est équipé aujourd'hui est suffisamment libre pour décider de se rattacher à l'égrégore ou forme pensée qui entre le mieux en résonance avec lui. Autrement dit, est-ce qu'il pourrait être cet être humain comme un poste récepteur-émetteur qui décide que maintenant, il va plutôt capter les émissions de l'Inde ou les émissions de Rome ou les émissions des États-Unis. Par émission, j'entends la conception de comment se relient la matière et l'esprit. Oui, ce que tu dis, il y a un plan où les choses marchent comme ça, surtout avec Internet. Je répondais, ça m'a réapparu et ça a disparu. Je répondais au côté chaînon manquant. Oui. Comme il y a chaînon manquant, est-ce qu'on peut décider d'aller chercher le chaînon que l'on veut où on veut? On peut décider ce qu'on veut, après il faut le faire, c'est comme... Il y aurait un fantasme de toute puissance à croire qu'on fait ce qu'on veut. On peut
je comprends qu'on impulse le désir, après il faut faire. C'est comme dire, oui mais aujourd'hui on voyage où on veut, quand on veut. Ouais, ben ok. Rendez-vous dans les mines d'or du Ghana dans 3 jours. Non, mais nous, ce qui nous intéresse, là, ça va être donc si on projette de le faire vraiment. Donc, de faire vraiment quoi? De le faire vraiment, si on est sur un chaînon manquant, comment on va décider, moi je prends tel chaînon pour m'expliquer le monde et pour essayer de me mettre en résonance avec lui ou comme en Inde, de le reproduire le mieux possible pour être aligné à mon niveau microcosmique, sur ce cosmos tel qu'il s'est créé. Pour en revenir à nos moutons, je vois comme une évidence que le Sanatana Dharma qui plonge ses racines au-delà des Védas, dans les 2, 3, 4, 5 millénaires, c'est le 1500 ans avant notre ère, les Védas. Donc ça plonge ses racines avant, et par le biais d'une poésie écrite dans la langue des dieux il y a 1500 ans, ça nous donne une image, mais une image qui parle de ce qui était longtemps avant. Dans mon expérience de français du XXIe siècle, le fait d'emprunter ce chemin du Sanatana Dharma, ça remplit une proposition que ma culture ne propose pas. Ma culture, ce que j'ai appris à l'école, commence dans l'Empire romain, grâce à l'anthropologie au XXe siècle, grâce à l'anthropologie, nous avons découvert qu'il y avait un avant des hommes préhistoriques et tout ça. Ça, c'est le XXe siècle. J'adore d'ailleurs. J'adore l'anthropologie, la paléontologie, les fouilles, les crânes de néandertaliens, et j'adore ça parce que ça parle de la même chose que ce dont parle le Sanatana Dharma. C'est pour cette raison universelle que j'aime profondément ces enseignements et cette langue du sanskrit, parce qu'elle me permet de toucher des réalités perpétuelles, toujours valables, qui sont ignorées par ma culture d'origine. Ma culture d'origine qui a son intérêt et ses qualités. Je ne cherche pas à la nier du tout. Mais c'est pour ça que je parle de chaînon manquant. Là, nous avions... alors, parlons de l'enfant du XXe siècle que j'ai été. L'enfant du XXe siècle que j'ai été a été... Bon, la paléontologie existait déjà, mais moins poussée qu'aujourd'hui. On avait une histoire qui commençait à Rome. Et on nous parlait de l'effondrement de Rome, de sa destruction et de la création d'un nouveau monde chrétien, puis de l'effondrement de ce monde chrétien, de sa disparition, et de la création d'un monde moderne, et de son perfectionnement en un monde industriel, puis post-industriel maintenant. Tu vois Et si on continue maintenant on a des collapsologues qui nous parlent de l'effondrement de ce monde industriel. Absolument. Tu vois la différence de mentalité gigantesque. On va d'effondrement en effondrement. Oui, on va de table rase en table rase et on réinventerait toujours un monde neuf. C'est une mentalité très spéciale. Avec laquelle on ne peut se sentir pas du tout en résonance. Oui, mais en même temps, ça fait Internet, des fusées, plein de trucs comme ça, quoi. Mais regarde comment les choses sont machinisées depuis l'ère industrielle. Comment l'ère industrielle a
inventé des hôpitaux industriels pour soigner les gens, une chimie industrielle pour soigner les gens, des écoles et des lycées et des universités industrielles pour produire du fonctionnaire, mais du conforme dans la bonne forme en série, quoi. C'est notre monde du XXe siècle, hein, ça n'existait pas avant. Il n'y a pas d'université avant, et encore moins pour tout le monde. On produit le mot fonctionnaire, c'est pas le juste parce que ça ramène à la fonction publique, mais de l'ouvrier, du cadre, de l'employé de bureau, si tu veux. On en fabrique industriellement dans des usines. Il y a vraiment un monde qui est en train de se former, qu'on nomme post-moderne, post-industriel, et qui est, je trouve, coupé des racines terriennes. Et qui est même coupé de l'histoire. C'est comme si... une tomate hors sol. Bah, juste là, je voyais l'image d'un ballon dirigeable qui va bientôt larguer les amarres et s'envoler. Truc de dingue. Et on pourrait très bien imaginer que aller sur Mars. Une partie de ce monde fasse ça. Dans l'imaginaire, on dirait bien, on parle d'aller sur Mars. Pourquoi pas? J'aime les enseignements antiques de l'Inde, mais qui sont surtout perpétuels, sanatana, dharma, dharma, c'est l'éthique, c'est lié à l'éthique le mot dharma, c'est ce qui soutient le monde. Bref, voilà pour les raisons de mon intérêt pour ce dont je parlais tout à l'heure. Alors, ce n'était que les prémices, en parlant de Purusha, Prakriti, du désir et de l'espace. Cette trame m'intéresse parce qu'en copier-coller, elle peut nous révéler énormément de choses du vivant, du présent. Si on fait des grosses digressions. Si on regarde un arbre, on était aussi parti d'un arbre. Du saule. Du saule. Est-ce que on pourrait regarder cet arbre, ce saule, à partir de cette grille de lecture que tu nous as proposée? C'est ce que je faisais tout à l'heure, les correspondances de la poésie. C'est tout à fait un mode de fonctionnement, de reconnaître dans les correspondances. Voir qu'un saule j'ai vraiment le contact de sa peau et de sa matière, des branches de saule, c'est un peu spongieux, quoi. C'est spongieux, il y a une évidence de cœur à cœur. On en a parlé à propos de l'ortie et de l'aubépine il n'y a pas longtemps, mais c'est vrai que le saule, je l'ai beaucoup manipulé, je l'ai beaucoup coupé. J'en ai coupé et brûlé du saule pour le faire disparaître des marais et il reprenait toujours. Donc c'est pas une expérience bien glorieuse, mais je l'ai, quoi. Il faut être complètement fou pour s'endormir au pied d'un saule. Je pense que ça viendrait à l'idée d'aucun animal. Pourquoi ? Tout est spongieux et c'est un coup à soit de se faire digérer par le marais, d'être absorbé dedans, ou soit de partir dans la matière du saule
et d'être volatilisé par lui-même dans l'air sous forme aqueuse, de se retrouver pompé par le sol et notre énergie vitale envoyée sous forme de vapeur dans l'air. D'accord, donc Faut être voilà complètement ce que givré. fait le saule en fait. Ça, tu viens de nous expliquer en quelque sorte la mission ou ce que fait le saule en fait. Ouais, son job, c'est-à-dire Son sa job. façon de fonctionner. C'est pas un job, c'est une façon d'être. La façon d'être. Ouais, sa façon d'être, c'est d'être constamment en lien entre le ciel et le marécage. Et c'est un trait d'union. Tu vois que comme on dit que l'humain est un trait d'union entre la Terre et le cosmos, tu vois, c'est une façon jolie. Bon, c'est un peu abusé de dire ça, mais bon, c'est vrai. En tout cas, d'une façon matérialiste, mais du matérialisme dont je parle. Le matérialisme réaliste du vivant dont je parle, tu fréquentes un saule. Moi, je les ai fréquentés vraiment. C'est un truc de dingue. Mais alors ça, Ils c'est sont très constamment intéressant. en rapport, tout 24 heures sur 24. C'en est fatigant. Mais c'est très intéressant parce Et ils que sont trait envahissants en d'union plus. entre le marécage et le cosmos Et le ciel, Et non, le- et l'air. et l'air. Et l'air a tout le temps prendre de l'eau et l'envoyer ailleurs. Les saules font des mouvements d'eau, quoi. Il ne faut jamais s'allonger pour faire la sieste au pied d'un saule. Moi, je pense que tu peux en mourir. Oui, mais je me dis qu'il y a certainement une alchimie possible, de même qu'on a compris là ce que faisait le saule, parce qu'on est sur le fractal. Donc le fractal, c'est-à-dire qu'on va pouvoir reproduire un On n'est principe. plus dans le truc de départ. Hein. On est Peut-être passé- que c'est là on est qu'on passé verra. ailleurs. Mais peut-être que le truc de départ va émerger quand on aura pu faire des exemples concrets à travers. Alors, on l'a fait à travers un végétal. Et on l'a fait à travers On l'a fait à travers la famille. la famille. On pourrait le faire à travers un animal, mais là, je sens que ce principe fractal, en tout cas, d'essayer de l'appliquer à l'humain, peut-être nous donner des pistes sur notre idée de départ, qui était de comprendre ou d'avoir une grille de lecture sur comment s'imbrique la matière et l'esprit à l'intérieur de nous, ou comment elle circule en quelque sorte. Ouais. Parce qu'il y a beaucoup de questions finalement de circulation là-dedans, de flux. Mais on en avait déjà parlé, mais je vais te redire ce que le Sanatana Dharma voit dans le découpage de la réalité à propos de la matière et de l'esprit. C'est pas nommé comme ça. Ce qui apparaît en premier dans cette histoire de l'apparition, en premier, ce qui apparaît comme fruit de l'alliance de l'alchimie Purusha-Prakriti, c'est l'intelligence. La première chose. Alors, qu'est-ce qu'on met sous ce mot-là? Ce que je comprends, ce que j'ai compris au fil des années, l'expression pas trop utilisée dans la modernité, c'est une expression ancienne que les Québécois utilisent beaucoup, c'est être en intelligence avec. D'où l'expression être en bonne intelligence en France. Être en intelligence avec, oui, c'est une expression française. Alors on l'utilise souvent comme c'est une expression ancienne du droit, être en intelligence avec l'ennemi, être en intelligence avec une organisation terroriste. Tu vois, c'est là où on retrouve cette expression être intelligent, en intelligence avec, qui fait partie du français.
mais qui n'est plus tellement utilisé dans ce sens. Moi, c'est ce sens que je comprends dans l'intelligence dont il est question. Enfin, c'est l'intelligence. Mais la question de l'intelligence, c'est comment être en intelligence avec l'intelligence. Alors, entrer en intelligence, pourquoi pas avec ce couple mythique, Purusha Prakriti, pourquoi pas avec l'espace, pourquoi pas avec le désir. Il suffit de remonter de remonter à l'envers ce que je te montrais comme descendant. L'intelligence, ma foi, pourrait très bien être utilisée comme ça pour entrer en intelligence avec l'être et la déesse et l'espace et le désir et toutes les questions existentielles qui sont reliées à ça. Et ce qui apparaît est déjà apparu. C'est déjà apparu, puisque en te parlant de l'intelligence, j'ai tout de suite dit je pourrais être en intelligence. Tu vois, c'est déjà dit la suite. La suite, c'est moi. Qu'est-ce qui apparaît derrière l'intelligence? Moi. Et moi, c'est quoi? On en a beaucoup parlé ensemble déjà. C'est la trame du monde dont je suis une part. Ou une partie fractale. Ouais. Une partie fractale de la part du monde. Et donc ça y est, c'est fait. Il faut relier donc tout l'enjeu. C'est relié. Et c'est relié, ou alors donc il faut prendre conscience que c'est relié pour activer le lien. Donc la matière, elle est où? On en a déjà parlé. La matière, c'est que les grands éléments, la terre, les eaux, le feu, l'air, l'espace, prennent dans un morceau de trame en forme de moi-même. Elle est là, la matière, mais bon, il y a presque quelque chose d'automatique. Donc, si tu veux, les fréquences vibratoires font des Joachim, enfin en tout cas, font des humains, font des pierres, des planètes, des soleils. Il n'y a pas vraiment de problème avec ça. Alors, les problèmes pourraient commencer avec le désir de contrôle de la matière. Mais là, pour le moment, on ne parle pas de ça. On essaye de voir comment est le monde. On n'essaie pas de le contrôler. Pourquoi pas le contrôler plus tard? Là, on en est à l'étape, on essaye de voir. Mais on en a déjà parlé souvent. Moi, tu sais, je répète en boucle les mêmes choses. Il y a une espèce de trame. Alors, un coup, on rentre par là, un coup, on rentre par l'autre côté, mais c'est comme ça que probablement mais le truc dont on parle est toujours le même. Donc ça ne change pas vraiment. Oui, mais je pense que le puzzle se construit parce qu'on entre par différentes portes sur la trame. Absolument. Et donc, en multipliant les points de vue, c'est ça qu'on appelle un plan. Pour en revenir à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est bien de voir plusieurs plans à la fois dans l'expérience du monde, parce que ça nous donne une relation complexe et, j'espère, la plus complète possible au monde, quoi. Donc être en relation, c'est chouette. Point. Moi, j'en suis là. Je ne cherche pas à devenir ingénieur magicien pour essayer de contrôler le truc, pour en faire des machins, pour guérir bidule, jeter des mauvais sorts. Je m'en fous. Je suis juste heureux de voir, quoi. Moi, je m'arrête là. Et de transmettre ça. Transmettre.
Toi, c'est transmettre. Voir et transmettre. Voir et transmettre. Oui. Après, pour Ben, d'autres... mon premier boulot, c'était photographe. Le deuxième, reporter, journaliste et enseignant de yoga. C'est toujours la même chose. Voir et transmettre. Ben, il en faut. Il en faut des humains qui fassent ça. Donc dans cette transmission, il y a ensuite des outils pour être en bonne intelligence et connecté à la trame et à... Des outils langagiers, tu veux dire? Non, des outils qui peuvent être des outils physiques du yoga, qui Oui. peuvent être tout ça, Qui favorisent. qui favorisent le fait d'être en bonne intelligence. Non, qui favorisent l'écoute. Et l'écoute. Les pratiques, pour moi, c'est clair, sont là pour favoriser le sens de l'écoute. Alors de voir, on est passé à écoute. Oui, c'est la même chose. Mais c'est la même chose. Oui, les rishis sont des voyants qui entendent. D'accord. Ils sont voyants, mais ils entendent une parole. Brahman. Mais c'est malin. C'est vachement malin. Moi, j'ai pris l'habitude, langagièrement. De toute façon, en français, c'est pareil. Ce que je dis en français, c'est pas choquant. Non. Les voyants qui entendent, c'est vraiment le... Ça, c'est de l'orthodoxie brahmanique de dire ça. Mais le français dit la même chose. Il n'y a aucun souci pour moi. C'est pas une autre culture, vraiment, cette culture antique indienne. C'est vraiment pas une autre. C'est vraiment... C'est pas non plus... Le chaînon manquant, je suis pas très content de dire chaînon manquant. C'est la continuité manquante. Et qui plonge ses racines loin, profond.